calme, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Dumbo. Et c'est une grande chance que nous avons parce que M. Dumbo est une des personnes qui connaît le mieux le paludisme au monde, en particulier sur différents aspects d'essais vaccinaux auxquels il a participé, donc il a assuré la promotion. Et donc il est avec nous dans le laboratoire pour un an. Et je le remercie d'avoir accepté de donner aujourd'hui un séminaire sur ce sujet qu'il connaît bien, et qui sera donc le dernier séminaire du premier semestre de l'année 2013, et nous reprendrons les séminaires au début du mois de septembre 2013. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci professeur Blanco. Merci à tout le monde d'être venu dans cette chaleur tropicale pour parler d'une maladie tropicale. Donc moi je suis un Malien. J'ai fait mes études de médecine à Bamako et j'ai été accueilli dans cette belle université de Marseille pour me former en parasitologie. Je suis retourné à Bamako et avec des jeunes talents de la fac de médecine, nous avons décidé de rester dans notre pays et de nous épanouir. Et comme je le dis souvent aux Américains, just enjoy ourselves. Donc pour nous, la recherche c'est vraiment un élément où on s'amuse depuis un certain nombre d'années. Donc pour le faire, il faut une masse critique. C'est ce que nous avons adressé. Et aujourd'hui, les programmes les plus connus du département d'épidémiologie des infections parasitaires que le professeur Philippe Rank de Marseille avait créé et que je continue à coordonner, s'appelle le Malaria Research and Training Center parce que nous avons voulu comprendre le système américain et d'accéder aux grants américains qui permettent vraiment de s'épanouir avec de l'argent en conséquence, de travailler en Afrique et c'est possible. Et ensuite, donc nous l'avons créé en 1992 avec le NIH, le National Institute of Health des États-Unis. Et aujourd'hui, nous sommes l'un des 3 centres d'excellence en recherche clinique du NIH. L'un des centres est en Inde sur la tuberculose, le second en Ouganda sur le VIH et le troisième à Bamako. Et donc ce sont des structures qui sont reconnues par le NIH comme des structures d'excellence en recherche clinique pour les essais cliniques, des études fondamentales, et on bénéficie d'un appui conséquent sur le plan de la coopération bilatérale, mais aussi les jeunes qui sont formés dans les conférences d'universités américaines accèdent aux grants, ça les permet donc de travailler. Et le second programme, c'est le Bayagra Malaria Programme, que nous avons créé avec l'Université de Maryland, un collègue, le professeur Chris Flower, qui était un postdoc que j'ai connu au NIH, parce qu'après Marseille, j'ai été au NIH, et qui est venu, il a fait son postdoc chez moi, et aujourd'hui il est full professeur au Maryland. Et avec lui, nous avons créé ce programme au nord du Mali, à Bandiagara, et qui bénéficie depuis 1998 des International Center of Tropical Medicine, et qui sont des grands du NIH que nous arrivons à renouveler. Et aujourd'hui, j'ai passé la main à un de mes agrégés et qui vient d'avoir l'un des grands pour 5 ans. Donc ce sont ces programmes qui nous permettent aujourd'hui de parler de paludisme à hauteur de souhait. Et voilà donc le MRTC est un network. Donc c'est un réseau de collaboration au niveau international que nous avons créé à l'intérieur de la faculté de médecine de Bamako et dans le département des parasites. Donc notre premier partenaire c'est le gouvernement du Mali avec les 2 ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que c'est eux qui nous ont permis de créer ce programme à Bamako. Et ensuite l'OMS TDR qui a financé la plupart des bourses en PhD. Nous avons un système de bourse où depuis les années 90 nous avons impacté sur l'ensemble des bourses du NIH. Il y avait 40 bourses de PhD chaque année et cette année le Mali a eu 10 bourses, ce qui nous a permis d'envoyer la première génération que j'appelle F1 dans les universités de Johns Hopkins, du Maryland, du Tunis, de Notre-Dame, etc. Et nous avons fait un bridging fund, l'OMS paye les tuitions et le NIH paye le housing, ce qui nous permet donc d'avoir des bourses efficientes et pour former nos jeunes. Et le NIH a 2 composantes, la partie intramurale pour laquelle nous sommes sur centre excellent, mais la partie extramurale qui est la plus excitante pour les chercheurs, c'est là où nous partons compétir pour chercher des grants.
Et le premier grant que nous avons obtenu est par des Maliens qui s'appelle le Tropical Medicine Research Center, parce que le NIH a ceci de particulier, c'est qu'il lance des gros grants et c'est le meilleur qui gagne. Et ce sont des grants de 5 à 6 millions de dollars pour 5 années. Donc quand vous l'avez, vous gérez directement dans votre pays, même si vous êtes en collaboration avec les universités américaines, l'argent vient chez vous et vous les envoyez. Donc c'est ça qui nous a permis réellement de stabiliser le système. Et dans notre philosophie, nous ne sommes pas pour les dons, pour les cadeaux en matière de l'argent de la recherche. J'ai voulu que cette nouvelle équipe gagne par compétition et vive la recherche par compétition. Et maintenant sont venus, suite à ce succès, le Walter Reed de l'armée américaine qui a commencé les essais cliniques avec nous et beaucoup d'industries pharmaceutiques que vous voyez, des universités européennes, américaines et africaines, et l'ensemble de ces structures comme la Fondation Murieux, l'Agence universitaire francophonie, Amanet, etc. Et maintenant, l'Institut universitaire de Marseille, avec lequel nous voulons ouvrir une collaboration pour les prochaines 5 à 10 années. C'est ce qui m'amène ici, parce que nous avons des questions de recherche que nous nous posons, et je pense que la plateforme de Marseille me permettait d'accéder à un certain nombre d'environnements scientifiques et d'accès technologique nous permettant de faire ce que j'ai envie de faire dans 5 ans. Donc voilà un peu le contexte de la structure dans laquelle nous travaillons. Et si je suis là aujourd'hui après 20 années de recherche assez continue dans différents domaines sur le palu, je vous rappelle que j'ai 50 chercheurs aujourd'hui de niveau PhD qui couvrent l'ensemble du domaine de la paludologie, depuis l'entomologie jusqu'à la biologie moléculaire, jusqu'à la bioinformatique. Donc, nous avons directement accès à la plateforme du Sanger Center à Cambridge, parce que le premier Africain qui est full professeur à Sanger était malien de mon département. Donc, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine, et j'avais rêvé qu'en 2012, on pensait avoir un vaccin qu'on pourrait utiliser en santé, ce n'est pas le cas. Donc ceci nous a permis de revisiter l'ensemble du questionnement et de dire qu'il faut penser la question du paludisme autrement. Et pour penser autrement, il faut peut-être quitter le domaine de la parasitologie, venir dans d'autres domaines comme la bactério, etc., qui font autrement et nous pouvons apprendre d'eux. Et je vais partager avec vous les questions qui restent. Et je crois que cette nouvelle génération doit faire aboutir les questions qui restent, et il y a beaucoup de questions. Le professeur Brancourt a été gentil. Plus je travaille dans le palu, plus j'ai l'impression que je connais moins. Et ceci est sincère. Je viens de Montpellier, où j'ai passé une semaine dans le laboratoire du professeur Didier Fontanier, où j'ai repris la dissection des anophèles pour sortir les glandes salivaires, pour leur caractérisation, parce qu'il y a des changements dans ce niveau, et du passage du phénotype microscopique à la biologie moléculaire et au Malvitov que je vais appliquer pour la caractérisation d'espèces des anophèles. Donc je pense qu'il y a un changement de paradigme dans le domaine du paludisme et il faut penser autrement pour entrer dans le XXIe siècle. D'abord, nous avons pensé le paludisme en tant qu'infection monolytique. Ce n'est pas vrai, c'est une co-infection. C'est une co-infection d'espèces plasmodiennes que je vais partager avec vous tout de suite, mais aussi avec des bactéries, avec des virus et avec des herbites. Et nous savons qu'un hôte susceptible sur le terrain, il vit avec tout ça. Donc la gestion, la compréhension, il faudrait accéder maintenant à ces niveaux-là. Nous avons des gènes qui ont co-évolué depuis le néolithique entre le Plasmodium falciparum, Anopheles gambiae et Homo sapiens. Et il y a des pressions dans ces 3 espèces linéaires de gènes et ça sélectionnait un certain nombre de choses. Et au départ, j'ai voulu comprendre ce que la maman nature a fait pour créer des génotypes humains qui sont résistants au plasmodium. Et on pensait que ceci pouvait nous aider pour le développement du vaccin. Et au moment où je vous parle, après avoir creusé beaucoup, je vais partager avec vous, je ne crois plus qu'il faut faire comme la maman nature, il faut faire autrement. Parce que si la maman nature a mis 6 000 ans, 8 000 ans pour atteindre, pour avoir sélectionné des gens qui sont porteurs de l'hémoglobine S, de l'hémoglobine C, déficit en G6PD, alpha-thalassémie, groupe O, nous ne pouvons pas attendre ce niveau. Il faut qu'on règle ce problème dans ces quelques années. Donc il faut penser autrement que la maman nature. Et ensuite, les parasiteries submicroscopiques sont devenues quelque chose sur le plan épidémiologique de la vie extrêmement intéressant, aussi sur le plan biologique. Et je prends cet exemple à partir des connaissances bien documentées par
nos collègues en Asie du Sud-Est, Nick White et François Mostel, où ils ne voient pratiquement pas de parasitémie microscopique, c'est peut-être 1%, et ils n'arrivent pas à trouver d'anopheles infectés. Mais quand ils appliquent la biologie moléculaire, il y a 40 à 50% des gens qui portent le parasite. Donc ça change complètement notre vision avec ce nouvel outil, la profondeur avec laquelle nous pouvons faire l'épidémiologie du paludisme. Et en Afrique, avec l'implémentation des stratégies de contrôle, où certains pays sont vers le stade de pré-élimination, et les parasitémies submicroscopiques deviennent très intéressantes sur le plan santé publique, mais aussi sur le plan de la biologie, de la persistance de ces parasites chez Homo sapiens. Donc l'outil moléculaire est devenu quelque chose d'indispensable, ce n'est pas un luxe, mais nous serons obligés de l'avoir sur le terrain et de comprendre ces parasites. Et ensuite, la plupart des thérapies sont aujourd'hui combinées, que ce soit pour adresser la question du paludisme, on a les ACT, mais les helminthiases, aujourd'hui nous associons l'albendazole et l'ivermectine, nous associons l'albendazole et le praziquantel, et on se rend de plus en plus compte que les ACT ont une efficacité sur les trématodes, comme les schistosomes. Un enfant de 5 ans qui porte le plasmodium à qui vous d'ACT, et vous nettoyez ses schistosomes. Ça a été une découverte extrêmement importante. On ne diffuse pas beaucoup, mais l'artémisinine sera un médicament combiné bientôt au praziquantel pour la lutte contre les schistosomes. Donc, il faut penser combinaison, même thérapeutique. Et ensuite, quelque chose de fabuleux, et depuis que je suis dans ce grand groupe du professeur Didier, je me rends compte que la découverte des androsymbiotes, que ce soit si les helminthes initialement c'était dans Onchocerca volvulus, nos collègues américains allemands avaient décrit les Wolbachia, qui sont ces androsymbiotes qui sont indispensables pour la production des microfilaires à l'intérieur de l'utérus de Onchocerca volvulus. Et on le découvre sur beaucoup d'arthropodes vecteurs du paludisme. Et la découverte de ces endosymbiotes, non seulement sur les arthropodes, mais aussi sur les parasites, va changer complètement notre manière de penser la biologie du parasite, le traitement et même le vaccin. Et je verrai avec vous-même à l'intérieur de Plasmodium falciparum, maintenant, nous n'avons pas qu'un seul génome, nous avons 3 génomes. Et à cause de cet endosymbiotisme. Donc, il faudrait s'adresser à tous ces génomes pour comment comprendre le métabolisme, la protéomique et tout ce qui est omique si nous voulons chercher des médicaments et des vaccins. Donc, il faut penser maintenant autrement le paludisme que ce qui s'est fait actuellement. Et sur le plan des espèces plasmodiales, ce qu'on m'a enseigné quand j'étais ici, il y avait Plasmodium falciparum, malarié, qui sont des parasites africains. P. vivax ne semblait pas être un parasite africain, il est en Asie du Sud-Est, l'Amérique latine. Ce n'est plus le cas. Nous venons de publier récemment un papier où nous démontrons que 30% des infections symptomatiques au nord du Mali, dans la région de Kidal, de Gao, de Tombouctou, nous avons mis des jeunes malgré les difficultés avec les militaires, nous avons récolté des confettis, c'est du Plasmodium vivax. Donc il circule en quantité énorme dans le pays. Et nous sommes descendus plus bas, et hier seulement je partageais les résultats de mon laboratoire avant de venir ici. Dans la zone sahélienne, où il n'y a pas que des leucodermes, il y a des mélanodermes qui ne sont pas porteurs de DIFI, il y a un portage et une circulation de Plasmodium vivax. Donc on avait ignoré ce parasite qui est en train de circuler et sa thérapeutique est complètement différente de Plasmodium falciparum parce que nous devons commencer à utiliser les aminovides quinodéines qui posent des problèmes parce que le déficit en G6PD est prévalent dans un pays comme le Mali entre 10 à 12%. Et donc sur le plan santé publique, c'est une équation à résoudre. Et Plasmodium ovale a été disséqué récemment par nos collègues britanniques et même mis au niveau d'espèces. Plasmodium ovale valipiri et Plasmodium ovale curticis qui ont été donnés à Walker, qui a beaucoup travaillé sur la biologie moléculaire que j'ai rencontré chez Tom Ellems au LIS, il est décédé. Et Curtis, c'est un des grands entomologistes qui a travaillé sur les moustiquaires imprégnés, donc il porte ce nom. Et ces sous-espèces sont élevées pratiquement au niveau taxonomique, au niveau d'espèces actuellement. Et nous savons que c'est un parasite purement africain, il circule. C'est la cousine germaine de Plasmodium vivax. Et nous ne savons pas ce qu'elle donne comme pathogénicité.
Et ce qui se passe dans la co-infection, on a l'impression que Plasmodium falciparum supprime la schizogonie des autres en plasmodie. Et au fur et à mesure que nos programmes deviennent efficaces, on a l'impression que ces parasites se réveillent. Et quand ils se réveillent, ça va nous poser d'autres problèmes à cause donc, des hypnozoïdes au niveau hépatique, de P vivax, de P ovalé. Et je discutais avec le professeur Rancourt qui vient de diagnostiquer des cas de P ovalé venus d'Afrique. Donc ça veut dire que sur le plan symptomatique, nous devons adresser la clinique nouvelle de l'expression clinique de ce plasmodium. Une autre donnée, Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi, qui est un parasite de macaque dans la nature, au sud-est asiatique, en Malaisie, a été décrit vers les années 1994 pour la première fois chez Homo sapiens. Et maintenant, nous savons qu'il y a une transmission naturelle du vecteur, qui est un vecteur de forêt à Homo sapiens, pour les gens qui vont en tourisme. Son diagnostic est délicat. Et vous aurez ici affaire à des Plasmodium knowlesi, c'est prévisible. À cause des difficultés, de l'insécurité en Afrique, il y a beaucoup maintenant d'Européens qui vont donc en vacances dans les pays comme la Thaïlande, la Malaisie, etc. Ils vont vous revenir avec une knowlesi. Et j'étais à Toulouse il y a quelques mois chez un collègue où les internes qui étaient là avaient confondu, donc sur le plan microscopique, de ce Plasmodium qui ressemble comme 2 pour 2 à Plasmodium malariae. C'est-à-dire sur le plan microscopique, quand vous regardez, knowlesi c'est exactement comme malaria. Mais sur le plan phylogénique et moléculaire, c'est une cousine germaine de Plasmodium vivax. Et les textes de diagnostic rapide que nous avons actuellement, vous passez à côté. Donc c'est la discordance entre les tests et la clinique qui a permis à nos collègues de Toulouse d'aller séquencer et ils ont découvert que c'est un touriste qui avait séjourné dans ces pays et avait ramené le Plasmodium knowlesi. Et plus que ça, c'est que si on va sur le plan schizogonique, si Plasmodium falciparum a une schizogonie intra-érythrocytaire d'une durée de 36-48 heures, P ovalé, P vivax autour aussi 48 heures, P malariae 72 heures, Plasmodium knowlesi a une parasitémie, une schizogonie de toutes les 24 heures. Donc sur le plan pathogénicité, c'est un parasite que vous allez voir et vous devez adresser, d'où la nécessité d'avoir dans vos labos cliniques des tests moléculaires. Alors je présente ici l'exemple d'un Apicomplexat, un sporozoaire, donc Toxoplasma gondii, qui sur le plan structural est assez voisin donc, de ce qui se passe dans le mérozoïde de Plasmodium falciparum. Et pour vous dire que la mitochondrie et l'apicoplasme, ce sont des endosymbiotes qui ont coévolué avec ces parasites. Et nous avons organisé en janvier un atelier de cell biologie parce que je veux développer la biologie cellulaire dans les universités africaines, ce n'est pas le cas. Donc nous avons un contrat avec l'American Association of Cell Biology et mon collègue donc, David Ross qui a découvert l'apicoplasme pour la première fois vers les années 90 dans Toxoplasma gondii. J'ai une étudiante qui fait sa thèse sur lui en biologie cellulaire et donc a mis en évidence cet autre endosymbiote qu'on ne connaissait pas. Et donc nous avons ici affaire à un organisme qui a 3 génomes. Le génome de l'ADN sensostricto du parasite, la mitochondrie qui est une endosymbiote depuis des années, et cette algue qui est l'apicomplexat, qui est aussi essentielle pour la fonction des apicomplexats. Donc, si nous arrivons à comprendre le fonctionnement de ces différents génomes dans ce parasite, l'air métabolique, l'air excrétum, l'air protéome, on peut adresser, cibler peut-être des médicaments ou des vaccins et on avait complètement oublié. C'est pour ça que je disais, la mise en évidence, la découverte des endosymbioses va complètement révolutionner notre manière de voir la biologie cellulaire. Donc, Plasmodium falciparum, Anopheles gambiae et Homo sapiens, c'est vraiment une co-évolution biologique depuis des milliers d'années. Nous savons maintenant que la source virulente de Plasmodium falciparum, qui circule actuellement dans Homo sapiens, est un transfert latéral. Probablement, au départ, on pensait que c'était un parasite aviaire ou l'Oma l'hypothèse reste. Et les récentes descriptions en Cameroun, au Gabon, peut-être c'est des parasites de chimpanzés qui ont passé chez Homo sapiens. Donc nous co-évoluons avec ces parasites au moins depuis le néolithique. Parce que sur le plan donc, phylogénique, vous voyez qu'il est complètement à part
Et son ancêtre, donc, Plasmodium restonovi, était chez les primates, qui étaient nos cousins, il y a 5 à 7 millions d'années. Mais lui, l'espèce actuellement qui coévolue avec nous est implantée chez Homo sapiens depuis le néolithique, parce que quand l'homme a développé l'agriculture, il a créé autour donc, de la forêt des forêts, des galeries et des gîtes larvaires qui a appelé le complexe gambier, qui est un parasite, un anophèle de forêt, et qui s'est adapté. Et Anopheles gambier aujourd'hui est un animal domestique de Homo sapiens, comme nous avons domestiqué les chèvres, les moutons, etc. Donc, ceci est une évolution beaucoup plus récente, et il y a eu des bottlenecks, des boulots d'étranglement. Donc, Sou, qui est un Vietnamien qui travaille au NIH, nous travaillons beaucoup avec lui sur ces parties génomiques. L'hypothèse qu'il nous propose actuellement, il y a différents bottlenecks dans l'évolution des populations parasitaires de Plasmodium falciparum. Et il y a à peu près 5000 ans, il pense qu'avec la restriction de la population d'hôtes, il y a eu un boulot d'étranglement. Et aujourd'hui, avec l'implémentation des programmes de santé publique, surtout l'utilisation massive des médicaments, il y a une réduction de la population en parasitaire, et il y aura probablement un prochain bottleneck suivi, peut-être pas d'extension, parce que je pense qu'on va éliminer le parasite. Nous avons beaucoup appris sur le plan de la biologie du parasite qui va nous servir sur le développement des vaccins. Je vous présente cette diapo. Ce monsieur travaille avec un de mes PhD à Karolinska Institute. C'est un immunologiste, un jeune malien, et il tient le laboratoire. Vraiment, c'est un garçon de haut niveau. Et il nous a présenté dans ce cours de biologie cellulaire, je l'avais invité pour faire des présentations, cette nouveauté et qui est extrêmement intéressante dans la biologie du parasite. Vous voyez que Anopheles gambier, qui est le moustique, le meilleur vecteur qui existe dans le monde, et il prend son repas sanguin, la femelle, par ce que j'appelle la solenophagie des solènes intimes. Et elle va pénétrer donc un porc, et pour pouvoir prendre son repas de sang, pour éviter le premier temps de la coagulation, le groupe plaquettaire, elle vomit le contenu de sa glande salivaire, et pour hypocoaguler la zone et prendre calmement son regret. C'est en faisant ça que les sporozoïdes vont donc être inoculés dans le derme. Et vous connaissez que le derme est la zone où il y a une énormité de macrophages qui devaient nous protéger. Et les sporozoïdes, ce qui a été enseigné jusqu'à présent, on disait que rapidement, dans la demi-heure, il gagnait le sang pour aller dans le foie. Il y a de nouvelles données. Nous savons que 90% des sporozoïdes qui sont inoculés restent dans le derme et peuvent être phagocytés dans les lymphes nodes avec donc, les cellules dendritiques et constituer des formes exo-érythrocytaires qui ne sont pas dans le foie, et on les a trouvées dans ces cellules qui présentent un dendritique. Et ces formes sont essentielles aujourd'hui dans l'acquisition et le développement de l'immunité cellulaire. Donc, il n'y a que 10% dans les 10 puissance 2 à 10 puissance 4 sporozoïdes qui sont inoculés par l'anophèle, qui vont passer dans le foie, mais le reste est en équation avec le système immunitaire pour préparer la construction de l'immunité naturelle et surtout l'immunité cellulaire. Donc toutes ces formes exo-érythrocytaires qu'on vient de décrire actuellement, ça c'est dans le modèle Bergei, et n'ont pas encore atteint le foie et peuvent vivre dans ces cellules pour initier donc la réponse immunitaire. C'est une donnée essentielle qu'on avait. Et ceci en détail nous montre que le sporozoïde, pour qu'il soit infectieux, en venant donc de l'éclatement de l'oocyste, qui est cette sporogonie finale, cet œuf, des milliers de sporozoïdes qui vont passer dans l'hémolymphe, donc le système vasculaire du moustique, et il y a des quantités, c'est une septicémie chez le moustique. Mais seuls les sporozoïdes qui vont avoir la négociation biologique pour pénétrer à l'intérieur des glandes salivaires vont subir une éducation, comme les lymphocytes T au niveau du thymus, les lymphocytes B au niveau de la moelle, vont subir une éducation moléculaire pour devenir infectants. Donc tout sporozoïde qui n'a pas suivi cette éducation moléculaire à l'intérieur du sporozoïde n'est pas un infectant. Et nous avons de plus en plus l'hypothèse
que la salive du moustique qui contient énormément d'antigènes sur lesquels travaillent des gens comme Franck Lemou que j'ai rencontré, peut soit faciliter l'infection du plasmodium, soit peut-être servir comme adjuvant vaccinal naturel, parce que nous savons que la protection, même si elle n'est pas complète, est acquise au cours du temps. Donc, en détail, vous voyez que le sporozoïde, surtout cette partie que je voulais partager avec vous, avec celle-là. En fait, quand il va arriver au niveau des hépatocytes, il va passer à travers un certain nombre d'hépatocytes sans les infecter. On a l'impression qu'il se passe quelque chose entre l'hépatocyte et le sporozoïde. C'est au bout de 1, 2, 3 hépatocytes traversés, même il traverse carrément le parenchyme hépatique, et avant de s'entourer de la vacuole parasitophore et rester au stade trophozoïde, donc soit sous forme diplozoïde, P. vivax, P. ovale, P. nolésie, soit avant de devenir donc un plasmode incisante multinucléaire. Vous voyez donc cette biologie est extrêmement importante des négociations des cellules hépatiques sans les infecter avant d'avoir la liste définitive. Et mieux que ça, on avait l'impression que l'éclatement du corps bleu donnait 48 mérozoïdes qui passaient dans le système vasculaire. Ce n'est pas comme ça. Il y a des poches des mérosomes, c'est-à-dire le plasmodium de la cellule hépatique entoure environ 10 à 20 mérozoïdes, donc ils ne sont pas largués par unité de mérozoïdes, ils sont enveloppés dans un mérosome pour éviter la phagocytose du système des cellules, et ce sont ces paquets de mérosomes qui vont arriver au niveau d'une circulation toute particulière actuellement, c'est au niveau de la circulation pulmonaire que c'est déversé. On a l'impression que les mérosomes sont transportés là pour avoir la chance de revenir dans le secteur vasculaire, dans la grande circulation et aller se distribuer. Donc, ceci n'était pas connu et ceci nous permet donc de réfléchir sur les différents antigènes qui sont exprimés, vous voyez, à chaque passage et qui nous permettent d'avoir le tendon d'Achille du vaccin. Donc sur le plan de la pneumonie intra-érythrocytaire, il n'y a pas de nouveauté, sauf ce que je vous rappelle que le mérozoïde aussi pénètre en doigt des gants. Il pénètre et il injecte des protéines pour permettre la plasticité de la membrane érythrocytaire. Et il y a une circulation énorme de molécules à l'intérieur de l'hématie parasitée et la formation de nodes qui ont un élément important sur le plan de la pathogénicité que nous avons étudié. Et un autre élément que nous essayons de disséquer et qui est le prochain vaccin en développement, les transmissions blocking vaccine pour arrêter la transmission, c'est le stade donc sexuel. Et ce plasmodium falciparum, ces premiers stades adhèrent au niveau du secteur vasculaire et ne sont pas circulants. Nous voyons dans le sang que pratiquement les gamétocytes de ce stade. Et c'est pour ça que les protéines des gamétocytes ne sont pas énormes. Et là, nous venons de commencer une phase 1B avec un collègue américain de ce vaccin, la protéine PF25, qui est une protéine du stade sexué qui n'est pas habituellement exposée au système immunitaire parce que le gamétocyte, même à un stade terminaire, est entouré du plasmodium de l'érythrocyte, donc qui le protège et qui n'est pas exposé au système. Donc c'est quand il vient sur le moustique que ces protéines sont élargies. Donc ce que nous essayons de comprendre, c'est de prendre ces protéines, de l'exposer à des populations, d'où le nom de vaccin altruiste, qui produisent des anticorps de type IgG, et que le jour où le moustique va prendre les IgG chez les gens vaccinés, avec les gamétocytes, on pourrait bloquer la sporogonie à l'intérieur du moustique. Donc ceci aussi peut beaucoup nous aider dans le développement de ces vaccins. Juste pour vous signaler qu'il y a un seul stade diploïde de Plasmodium falciparum, parce que dans tous les stades que je viens de dire, il est haploïde. Et le seul stade diploïde, c'est quand vous avez la combinaison entre le microgamète et le macrogamète pour former donc le premier zygote qui en quelques heures est diploïde. Et c'est ce qui permet aux populations parasitaires d'échange de gènes, et c'est le même moment de diploïdie, c'est Plasmodium falciparum, sinon tout le reste est haploïde. Juste pour venir, quand nous étudions tous ces mécanismes biologiques, c'est parce qu'il faut sauver des vies humaines.
Donc je vous rappelle que le paludisme, c'est 3 tsunamis qui se déversent chaque année sur les enfants africains. Et nous avons l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui est encore mis, contrairement à ce qu'on pense. Donc il y a une question de solidarité et d'éthique. Et je vous demande d'amplifier ce message que nous n'avons pas le droit de laisser les 3 tsunamis se déverser sur les enfants africains sans que ça ne meure pas beaucoup. Parce que le tsunami qui s'est déversé a causé 2400 décès malheureusement. L'argent que ça a généré aussi dans cette zone n'a jamais pu être utilisé parce qu'il y en avait trop. Imaginez qu'on ait les mêmes donations, les mêmes conditions pour le palud, on peut aller rapidement vers l'élimination et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, la complexité de la biologie, avec Alex Rowe, une collègue de Édimbourg, nous travaillons sur le rosetting. C'est-à-dire cette capacité, de l'émanciper, capacité de recruter et conformer des rosettes. On a l'impression qu'elle se protège contre le système de phagocytose, des monocytes dans le sang, en recrutant naturellement beaucoup. On le voit très bien. Nous avons beaucoup publié. Et un des mécanismes aujourd'hui qui explique la résistance des gens qui portent l'hémoglobine C, qui est cette mutation bêta-6, la cousine germaine de l'hémoglobine S, qu'on trouve que dans une population particulière que nous avons étudiée chez les Dogons. C'est une modification, la réorientation des nodes formés autour de la bande en 3 qui change complètement donc la pathogénicité et la protection. Et nous avons démontré que les sujets O, du groupe O, dans le système ABO, ont une fréquence anormalement élevée en Afrique. Et nous avons à peu près 40 à 45% de O, et c'est le contraire ici, vous avez beaucoup plus de AB ou B que de O. Et ceci nous a permis de poser une question, pourquoi il y a une sélection de O dans les zones endémiques. Et cette explication, c'est que la formation de rosette n'est pas possible quand vous êtes porteur du groupe O et vous ne bougez pas vos artérioles au niveau cérébral et vous êtes protégé contre les maladies graves et compliquées. Donc il y a toute une famille de molécules qui sont sécrétées au niveau des nodes, qui se lient donc à cette protéine, la plasmodium phosphoglycérol, qui est le résultat d'une soixantaine de familles de gènes, et là, une bonne partie du génome du parasite contient ces gènes qui nous permettent un échappement à chaque cisaillement érythrocytaire du système immunitaire. Et je vous ai dit qu'il y a quelque chose d'unique dans la coévolution entre Plasmodium falciparum et Homo sapiens. Je ne connais pas un autre agent pathogène qui s'est adapté à une molécule qui ne se forme que pendant la grossesse au niveau de ces cystotrophoblastes. Et nous avons maintenant un phénotype parasitaire qui cible chez la femme enceinte le placenta. Il ne circule pas du tout chez les hommes et chez les enfants. Et un collègue donc, avec qui actuellement je travaille à Bamako, Pat Dafi et Fer, ils ont décrit en 1996 sur le plan épidémiologique que les multipares étaient protégés contre cette forme de parasite versus les primipares, et les multipares, au fur et à mesure des grossesses, sécrètent des anticorps contre ce phénotype parasitaire et ils nettoient leur placenta. Et un vaccin aujourd'hui est initié par 2 équipes, donc cette équipe américaine et l'équipe de Deleron à Paris, et sur le VAR2 CSA, qui va rentrer en test pour que la plupart des jeunes filles qui se marient à l'âge de 15-16 ans, et actuellement il y a ces mariages, donc qui n'ont pas connu cette néoformation placentaire, on puisse les vacciner et les transformer en multipares de 3 ou 4. Donc c'est un vaccin qui est très excitant actuellement à partir des données de terrain et qui sera probablement dans le panier des vaccins que nous allons développer contre le Covid. Le changement de l'épidémiologie. J'aimerais attirer votre attention que mon collègue Kevin Marsh de Kilifi a publié donc, sur le plan dynamique l'évolution naturelle du paludisme. Avant l'âge de 5 ans, on meurt des formes graves et compliquées, et nous démontrons au Mali que même dans ces formes graves et compliquées, c'est 2 maladies différentes. L'anémie sévère palustre,
n'a rien à voir sur le plan physiopathologique avec le neuropaludisme. Ce sont les enfants de moins de 3 ans qui meurent d'anémie sévère chez nous, et ce sont les enfants de 3 à 5 ans qui meurent de neuropaludisme. Donc sur le plan physiopathologique, nous avons affaire ici à 2 maladies complètement différentes sur le plan physiopathologique. Et après donc, quand vous avez échappé à cette mortalité élevée, comme nous autres qui sommes là, et avec quelques lésions cérébrales, parce que le plasmodium nous a un peu lésé le cerveau, et on devient donc un adolescent qui est à peu près prémuni, qui peut faire l'infection paludisme avec quelques symptômes, mais qui ne va pas mourir de pollu, sélectionné donc par et ensuite, une fois qu'une femme enceinte adulte une femme devient enceinte, elle change son métabolisme et sa structure de réceptivité au niveau de du placenta, et elle peut faire des formes graves. Voilà l'histoire naturelle telle qu'elle a été décrite. Mais ce ne sera pas le cas actuellement en Afrique parce que la pression, juste pour cet élément aussi qui n'était pas bien documenté, c'est jusqu'à présent on parle de mortalité, etc. Avec un étudiant aussi qui travaillait entre nous et le professeur Dessin Innocent et Camerounais, qui a travaillé 2 ans au Mali, et un autre Gabonais qui a travaillé avec nous, et nos collègues neurologues, et nous avions démontré que 10 à 15% des enfants ont sauvé, parce que nous avons des corps, des formes graves, de neuropaludisme, s'en sortir avec des séquelles neurologiques qui sont incompatibles avec toute créativité. Et ça, c'est un impact du palud qui avait été eu. Et quand nous avons publié ce papier, les économies de la santé se sont intéressées à ça. Et ça, c'est un jeune ivoirien mathématicien pur, qui est à la Sorbonne, qui a pris un sujet de thèse sur cette question. Nous l'avons mis pendant 2 ans dans un village. Il a travaillé avec les enseignants. Et il démontre que dans toute cette cohabitation avec le plasmodium, quand vous enlevez le portage du plasmodium chez les enfants scolarisés en les donnant des ACT, vous nettoyez complètement, vous voyez la moyenne scolaire augmenter d'un mois à l'autre et les résultats changer complètement. Donc ce qui me fait dire que le plasmodium falciparum a un impact sur la scolarisation de nos enfants et a enlevé des pasteurs, des Einstein, des Raoul du Mali et de l'Afrique. Donc sans le plasmodium, on aurait peut-être eu ces gens et la créativité est le facteur de développement. Et je vous le dis sincèrement parce que dans un village, quand nous voyons le nombre d'enfants qui font le neuropaludisme et ceux qui s'en sortent avec des épilepsies ou des lésions neurologiques, vous pouvez comprendre que la créativité est atteinte à sa base. Et autre élément que nous avons décrit très tôt vers les années 98 avec les collègues de l'IUTA de l'Institut d'ophtalmologie, le docteur Schemann, c'est que nous avons fait des fondés systématiques chez les enfants que nous avons hospitalisés à Gabriel pour neuropaludisme. Et on se rend compte que les lésions qui se passent dans le cerveau sont reflétées dans le fond d'œil au niveau de la rétine, de la macula. Donc toutes ces lésions que vous voyez au fond d'œil, et ces pétichis, et ces changements vasculaires, et ces lésions maculaires, c'est la traduction de ce qui se passe au niveau du cerveau. Peut-être ici, il y a quelques correspondances entre l'origine embryologique du cerveau et de certaines parties de la rétine. Et ce qui nous a permis de faire une publication dans l'American Journal en 1998. Et notre collègue Terry Taylor, que j'ai visité au Malawi, elle a l'avantage par rapport au pays islamique de prendre les enfants qui sont morts de polio, de les disséquer, et tous les organes, j'ai fait 1 semaine de dissection, elle peut sortir tous les organes. Et elle a publié dans Science, maintenant, cette corrélation fantastique entre les lésions oculaires, telles que nous décrivons, et les lésions pathognomoniques sur le plan anatomique. Ceci pour dire quoi? Si vous avez ici, dans un service clinique, vous êtes des gars, vous êtes interne. Quelqu'un vient de l'Afrique avec un syndrome, vous pensez au polio, faites tout de suite un fond d'œil. Si vous faites un fond d'œil et que vous trouvez ces lésions, c'est un signe de gravité et de mauvais pronostic. Même s'il n'y a pas les signes de gravité classiques de l'OMS, vous devez le mettre systématiquement sous artémisinine IV parentérale ou bien incliné. Donc c'est un facteur prédictif pour les cliniciens essentiel que nous avons développé et la plupart des médecins commencent à le faire en Afrique. Voilà donc les stratégies actuelles qui sont utilisées pour combattre le paludisme par l'OMS. Et celle que nous apportons vous a été présentée par mon collègue Paul
Milligan, qui a présenté le SMC ici. Il travaille avec moi depuis 10 ans. C'est lui qui analyse mon domaine. Et nous pensons que l'Afrique doit commencer à réfléchir sur le Mass Drug Administration, que l'OMS n'a pas voulu jusqu'à présent. Nous pensons, avec l'expérience du SMC, que nous devons commencer à considérer cette stratégie. Et le vaccin, que nous n'avons pas pour le moment, ne doit pas être attendu. L'épidémiologie qui sont dans les textbooks, qui sont publiés actuellement, à partir de l'indice plasmodique, l'indice Gametossi, de Yaoundé, de Kampala et de Mara, tout ça aujourd'hui n'est pas utilisable pour décrire la fonctionnalité des facettes épidémiologiques chez nous. C'est pour ça que nous devons avoir de nouveaux outils et d'outils moléculaires dans la période de pré-élimination de certains pays, nous permettra de refaire les facettes du paludisme et adresser la santé publique. Juste ce document de Bob Snow, il est en train de refaire la carte parce qu'il a demandé des données à tout le monde. Mais juste pour vous dire que vers les années 1900, toute la planète immergée était endémique de polio. En 1900, il n'y a aucun pays qui échappait à une endémie de Vivax ou de Plasmodium falciparum. Donc si ces pays du Nord ont éliminé le Plasmodium, et que l'Amérique latine, d'ici 2025, j'étais au Brésil, ils se sont engagés pour éliminer les transmissions autochtones, et c'est possible. Donc le paludisme risque d'être un problème africain, parce que l'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup d'engagement. Et si nous restons avec la vitesse de tortue, le paludisme vers les années 2025 risque d'être un problème africain. Et s'il devient un problème africain, il va générer moins de ressources et il sera difficile à combattre. Raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas attendre. Et les outils que nous avons aujourd'hui sont assez efficaces, qui nous permettent d'attaquer le paludisme comme ce que j'appelle le débarquement de Normandie. Il faut débarquer en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. J'étais avec les pays du SADC, de la SADC donc de l'Afrique australe. Ils prédisent que d'ici 2020, il n'y aura pas de transmission autochtone dans tous les pays de la SADC. Et c'est vrai. Parce que plus que les donneurs des bailleurs de fonds, les ministres des finances des pays de la SADC ont mis souvent jusqu'à 30% du budget de la santé pour lutter contre le paludisme. Donc ce budget national les a permis pratiquement de repousser le paludisme dans les pays frontaliers et ils prédisent que d'ici 2020, il n'y aura pas de paludisme. Donc il va rester l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et ça c'est pas acceptable et on doit faire quelque chose. Donc l'autre tsunami c'est l'arrivée de la résistance à la pénicilline que tout le monde craint, mais en tant que biologiste je dis ceci. Nous n'avons aucune idée de la capacité de nos anophèles de transmettre les plasmodiums d'Asie du Sud-Est. Aucune idée. Donc ça peut être assez explosif comme la chloroquine et la sulfadoxine pyrimétamine, mais la résistance, d'ailleurs ce n'est pas de la résistance, c'est un retard de clairance parasitaire. Au lieu de J3, on peut aller jusqu'à J7, etc. On n'a pas trouvé encore l'outil moléculaire qui explique le mécanisme. Donc c'est possible que les Maliens, qui sont des grands commerçants, ils prennent l'avion à 16h, ils sont à Bangkok, etc., qui nous ramènent des parasites résistants. On a beaucoup de compagnies donc, de ces pays qui travaillent en Afrique, ils vont nous amener ces parasites. Mais biologiquement, nous n'avons aucune donnée pour dire qu'il y a une pénétrance biologique de ces parasites dans les complexes anophèles gangliers. Et ce n'est pas quelque chose de facile, il faut étudier. Et la nouvelle génération que vous êtes, vous devez le faire. La résistance aux insecticides, parce que l'un des composants de la lutte, c'est les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et à cause de l'agriculture de coton, de plus en plus de gènes de résistance commencent à être détruits dans nos pays. Et ceci nous inquiète parce qu'il n'y a pas beaucoup d'insecticides qu'on peut utiliser pour imprégner les moustiquaires. Là encore, les jeunes doivent faire de la recherche. L'important de travailler entre le nord et le sud est d'avoir des qualités d'études de terrain de cohorte. Depuis que nous avons des équipes africaines sur le terrain capables de faire des études de cohorte, ça a changé complètement notre compréhension du pollen. Ça, c'est un travail que nous faisons avec l'Université de Maryland, mais aussi avec l'équipe de Jean Godard et de Piarou, avec un PhD que j'ai. Il est basé à Banyangra, dans un de nos sites de recherche, et il suit tous les enfants, et on est au courant de l'ensemble des manifestations morbides de chaque enfant. Et il a essayé de cartographier la pluviométrie et la dynamique de la transmission. Contrairement à ce qui s'est dit dans l'opinion publique, il n'y a pas un parallélisme entre le pic de la saison de pluie
et il y a un petit décalage. Pourquoi? Parce que quand vous avez des pluies torrentielles dans le Sahel, et nous savons qu'il y a un lessivage régulier des gîtes d'anophèles, parce que l'anophèle aime des petits gîtes ensoleillés très propres. C'est un insecte qui est très propre, il n'aime pas la salinité. Donc quand il pleut trop, les gîtes disparaissent et vous ne produisez pas une quantité de moustiques capable d'une longévité de 1 mois nécessaire pour la sporogonie et la transmission. Donc c'est quand les saisons, la pluie diminue, que les gîtes on peut rester pendant 1 semaine plus et vous avez une quantité de production de moustiques et le taux d'inoculation entomologique. Ce sont ces données qui nous ont permis de poser l'hypothèse vers les années 2000 qu'on pouvait faire ce que nous avons appelé initialement le Transmission Targeted Strategy. C'est-à-dire, au Mali, puisque nous avons 80% de la mortalité qui est concentrée sur 3 ou 4 mois, ce n'était pas la peine de faire une activité de contrôle pour 12 mois. Et un de mes jeunes qui avait fait son master au Maryland est venu avec un réintégrant et nous l'avons proposé à l'OMS et TDR a financé ce premier travail en 2000 au Mali, et sur la base de ses études. Donc, quand nous avons fait ce travail en 2000, 2002, 2004, nous l'avons présenté à l'American Society of Tropical Medicine et la Fondation Bill Gates, qui aime des innovations, a dit ça paraît innovatif et elle a financé un consortium ouest-africain de 3,5 millions de dollars qui nous a permis de générer toutes les études et les résultats présentés par Paul. Et cet étudiant a soutenu sa thèse, je l'ai inscrit à Bordeaux sur le professeur Salomon, il est PhD et aujourd'hui il est professeur de santé publique. Donc, on peut imaginer des stratégies sur la base des études de terrain, les mettre en application, le présenter à l'OMS et changer complètement les décisions de santé publique. Et donc, il faut des études de corps. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, on donne une dose de médicaments à longue durée d'action chaque mois. Et ceci nous permet donc d'impacter à 80% sur la mortalité sur le col. Et je viens de corriger les derniers rapports de MSF qui travaillent avec nous sur 200 000 enfants dans un district. C'est extraordinaire. Dans ce district, à Koutiala, MSF était fatigué, c'est le terme que je vais utiliser, par l'hospitalisation des formes graves et compliquées chaque année. Et en 2011, avant même la recommandation de l'OMS, avec ces jeunes, j'ai présenté à la direction de MSF les résultats. Comme c'est des gens pragmatiques, ils se sont installés. 1 mois après, il n'y avait aucune hospitalisation due au paludisme grave dans cette zone. C'est remarquable. Mais nous avons une fenêtre d'opportunité de 5 ans, parce que ces médicaments que nous sommes en train d'utiliser ont une durée de vie assez réduite. Parce que Et donc nous avons réuni les ministres de la Santé au Sénégal, en Mauritanie, il y a 2 mois, tous les ministres du Sahel, nous avons présenté, et des partenaires comme la Banque mondiale, la Banque mondiale ont mis de l'argent, 50 millions, dans un plan stratégique qu'ils ont présenté pour l'implémenter dans tous les pays donc, du Sahel. Et nous faisons ces études moléculaires. J'ai une équipe qui a contribué à la découverte de la résistance à la protéine, donc la PFCRT que nous avons publiée dans le New York Journal en 2001, dirigée par le professeur Jimbe. Et c'est lui qui est la référence pour cartographier. Chaque année, les gens lui envoient des prélèvements, des mutations qui sont associées aux résistances, et nous pouvons donc chaque année présenter ces cartes-là au programme national de lutte. Et jusqu'à présent, Dieu merci, cette bande, la mutation qui tue l'ASP, la mutation 540 de la DSPS, elle circule très peu, donc en Afrique de l'Ouest, mais elle est très prévalente. Et avec Brian Bloomwood, nous avons soumis à la Wellcome Trust un projet qui a été accepté. On devait commencer l'année dernière, mais à cause des événements du Mali, on n'a pas pu. Il nous rend visite bientôt pour qu'on puisse commencer. Nous avons d'autres régimes qui pourraient adresser, donc le SMC, que nous sommes en train de mettre en route, pour que dans 5 ans, si la SP et la mondialité ne sont pas efficaces, nous allons pouvoir proposer des substituts. Paludisme de grossesse, là aussi, depuis le travail fait au Malawi par le CDC en 1998, nous les avons repris en Afrique de l'Ouest. Nous l'avons publié les 2 doses dans CID. Les 3 doses qui sont des hypothèses que nous avons eues, que nous avons publiées
en 2011, c'est 2011, dans CID, et un de mes PhD qui travaille là-dessus va soutenir sa thèse, il vient de publier dans JAMA, sur les 3 doses qui sont plus efficientes et qui sont tolérées. Et il a lui-même personnellement présenté à l'OMS, et à la fin de la présentation, l'OMS en a fait une recommandation. Donc tous les pays vont aller pour les 3 doses à partir de ce papier qui vient de sortir dans JAMA. Donc ça, c'est les résultats. Il a fait une méta-analyse assez complexe. Parce que ça aussi, ça fait partie du capacity building. Quand vous avez une équipe comme la nôtre, il faut avoir l'autonomie, la constitution de la base de données, de la gestion, de l'analyse des publications. Et c'est pour ça que j'ai un groupe de 10 médecins et de mathématiciens, dont 5 PhD, un master, qui ont été formés à Tulane et 2 sont en formation ici à Marseille, qui gèrent toutes ces données pour l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que ce soit le Walter Reed, le NIH, toutes les données des essais cliniques, c'est géré au Mali, et la formation de l'ensemble des gestionnaires de données en essais cliniques, que ce soit pour les pays comme le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, nous l'organisons pendant 2 semaines pour permettre cette technologie. Donc il faut être capable de faire ça. J'ai envoyé ce garçon Kassim à Liverpool pour qu'il soit compétent dans les méta-analyses. Les autres sont en train de faire du modeling ici et l'utilisation de GIS. Donc nous avons développé des compétences individuelles dans le groupe pour qu'on ait une masse critique de jeunes qui nous permettent d'adresser ça en temps réel. Donc je terminerai par le vaccin. On n'a pas eu grand-chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il y a un proof of concept depuis les années 20, où chez les gallinacés, les oiseaux, on pouvait avoir une protection de 100%, et c'est ce qui a permis donc tous ces développements avec des sous-unités de vaccins. Au moment où je vous parle, je pense que nous avons suffisamment de data pour dire qu'il n'y aura pas de vaccin anti-paludisme basé sur les protéines, les sous-unités. C'est prédictible parce que nous avons testé avec tous les partenaires, tous les candidats que vous pouvez imaginer. Je vais vous le présenter. Donc les sous-unités ne seront pas la solution. Nous avons proposé des constructs qui vont mettre des parasites complémentaires avec des haplotypes, mais le parasite entier est en train de revenir au devant de la scène. Parce que Plasmodium est un grand génome avec beaucoup de protéines, on ne sait pas ce qui se passe sur le plan épigénétique, et donc ce n'est pas aussi facile que les virus, et nous avons ambitionné trop vite. Et comme je vous dis au départ, je pensais qu'on pouvait prendre la leçon de la maman nature, et nous avons eu ce premier travail sur l'hémoglobine C, et quand nous avons vu cette protection et ces publications que nous avons faites avec nos collègues, on pensait qu'on allait trouver quelque chose qui nous permet d'accélérer. Mais maman nature a mis 6 000, 8 000 ans, donc on ne peut pas l'attendre. Et cette hémoglobine a été sélectionnée avec une fréquence allélique qui atteint 20%, uniquement dans les populations d'Afrique de l'Ouest, les Dogons, les Mossi et au nord du Ghana. On ne sait pas pourquoi. Et nous pensons maintenant que la malaria a permis une sélection avantageuse des gens qui portent l'hémoglobine C, parce que l'hétérozygote n'est pas pathogène, même l'homozygote CC n'est pas pathogène comme le SC. Et nous avons beaucoup travaillé avec un de mes jeunes qui vient de soutenir à la London School sur la protection du déficit en G6PD il y avait beaucoup de contradictions dans la littérature. Nous avons repris tout ça et nous démontrons que ce sont les hémizygotes mâles, parce qu'il est sur le chromosome X, et qui sont protégés contre les formes graves et compliquées, parce que vous avez très peu d'homozygotes, il y a 1%, c'est très létal. Et le récent, c'est que la protection conférée par l'absence de rosetting du groupe O est en faveur donc d'une fréquence élevée du groupe O en Afrique, et c'est le Plasmodium qui le sélectionne. Donc nous sommes partis à environ d'une centaine de candidats il y a 20 ans, parce que j'ai pratiquement rencontré tous les gens qui me disaient j'ai un candidat, ils touillaient dans le laboratoire, je les ai visités. J'ai été au NIH, au Walter Reed, à JSK, à l'Institut Pasteur. Tous ceux qui avaient des candidats, nous les avons rendu visite. Et parce que nous avons une équipe qui est capable de signer directement la 1572, qui est le document le plus standard de la FDA, qui donne la responsabilité entière à un PI pour conduire un essai clinique.
pour qu'elles le prennent en compte. Et donc, beaucoup de nos PI sont les rares qui signent directement la FDA, donc ce qui nous permet d'aller discuter avec tous les partenaires. Et nous avons dit que tout vaccin qui ne sort pas en phase 2 d'efficacité ne peut pas être un candidat vaccin. Et pratiquement tous ces vaccins aujourd'hui sont partis en phase 2 et le seul qui restait en phase 3, sur lequel on prenait beaucoup d'espoir, nous a déçus récemment à la dernière rencontre de l'OMS. Donc l'OMS ici a testé 14 candidats, en fait, nous avons fait 14 essais cliniques, parce que nous avons 6 sites d'essais cliniques où on peut, en une année, faire en parallèle 6 phases 2 dans le même pays avec des équipes complètement différentes. C'est-à-dire nous les avons formés à Dallas en Good Clinical Practices, Good Laboratory Practices, et nous avons tenu à être certifiés par le CSLI, qui est l'organisme américain qui certifie les laboratoires de recherche. Et pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le seul laboratoire qui a la certification CLS. Ça a pris du temps, et des jeunes ont été formés, et aujourd'hui nous avons un réseau financé par l'Union européenne pour permettre cette compétence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ceci nous permet d'être au sein de la population. J'ai fait mes essais cliniques dans les villages, pas dans les hôpitaux, pour pouvoir attirer vers le haut le système de santé et impacter non seulement sur l'état de santé, mais aussi pour donner les laboratoires dans ces sites rouges sont à 26 degrés, ils ne sont pas aussi chauds qu'ici, je peux vous le dire. Ceux qui sont venus à Bamako, qui sont partis sur le terrain avec moi, je les ai montrés, tous mes labos sont à 26 degrés, dans ces sites en dehors. Pour dire le niveau d'investissement qui a été fait, et sur chaque site, j'ai 10 à 20 personnes qui travaillent en permanence. Depuis le PI, le clinical coordinateur, le lab manager, les investigateurs, etc. Et c'est une équipe permanente par site que nous avons avec de gros investissements. Et voilà à quoi ressemblent nos labos. Ça, c'est à 1000 km de Bamako. Et nous avons une connexion Internet. J'ai calculé la vitesse. C'est aussi rapide que celui que j'ai ici dans le bureau avec Eric. Et nous avons 5 IT, un ingénieur technicien que nous avons formé aux États-Unis, qui gère le système IT. Et toutes les 8 heures, nous avons un screening de vaccin de virus. Et il y a 200 ordinateurs dans le campus et dans les sites qui sont connectés. Et que nous avons un accès gratuit au National Library parce qu'on a cette collaboration avec les. Donc, tout étudiant qui passe chez nous, c'est comme ici, a accès à l'information scientifique, même à 1000 km de Bamako. Voilà le niveau d'équipement qu'on peut trouver sur le terrain. Ça, c'est pas à Bamako, c'est dans les villages. Et ça, la recherche coûte cher, mais quand il y a des jeunes compétents, les partenaires investissent. Donc, il n'y a aucune raison que mes collègues africains qui sont là, vous restez ici à Marseille. Il faut aller dans le pays. Parce que le professeur Branco, le professeur Eric, le professeur Raoul, ils vont vous accompagner. Si vous êtes productif, et on peut s'épanouir la recherche dans nos pays, et les exemples sont là. Donc, nous avons beaucoup travaillé, celui qui nous apporte, sur qui vraiment je croyais, c'était ce candidat, avec l'armée américaine, le NIS et GSK et l'Université de Maryland, où on a fait les plus gros essais de phase 2. Vous voyez que sur le plan clinique, on n'a pas eu la protection qu'on voulait. Très déçu. Mais nous avons dit, et l'industrie pharmaceutique était très réticente dans ce temps. Voyons l'efficacité moléculaire. Même sur le plan clinique, nous n'avons pas le endpoint. Et quand vous regardez les haplotypes parasitaires qui circulent, parce que ce vaccin a été fabriqué par Prudicel, et l'épidémiologie des haplotypes sur le terrain à Banyagra, c'est complètement différent. Et que vous testez l'efficacité des strains spécifiques, vous atteignez jusqu'à plus de 60%. Ça veut dire que en prenant un construct de vaccin avec ces haplotypes parasitaires qui couvrent, comme on le fait aujourd'hui avec les bactéries, l'ensemble des panels antigéniques, on pourrait arriver à trouver quelque chose qui va nous donner de l'efficacité. Et ça, c'est une nouveauté. Et c'est un de mes agrégés qui vient de le publier dans New York Journal. Donc, mon ami Pedro Alonso était le plus avancé avec sa première démonstration au Mozambique. Et ce vaccin aujourd'hui nous a été présenté à la dernière réunion de Malbach à Genève. Et n'a pas l'espoir escompté parce que l'efficacité dans la population infantile de moins de 1 an baisse au fil des années. Et dans certains
Dans certains sites, on est à 16%, et la durée de protection est de 3 mois, ce qui est difficile donc d'amener en santé publique. Et donc, l'espoir aujourd'hui renaît sur les candidats entiers. Et ceux qui connaissent Steve Hoffman, quelqu'un qui vend un produit. Quand vous l'écoutez, vous l'achetez. Ça, vraiment. Donc, il était dans l'armée américaine quand on a commencé à travailler ensemble. Et actuellement, il a mis en place sa propre structure qui s'appelle Sanaria, dans laquelle je viens d'envoyer 5 de mes gens. J'étais là-bas avant de venir ici. Il produit des sporozoïdes comme dans l'industrie. Il est capable de produire des quantités de sporozoïdes pour le vaccin. Il a résolu ce problème. Mais ces sporozoïdes vivants atténués doivent être dans l'azote liquide. Là aussi, il a résolu le problème. Il a téléphoné à toutes les compagnies pétrolières pour les obliger à avoir de l'azote liquide dans nos pays. Et aujourd'hui, on a la chaîne de froid depuis le Maryland jusqu'à Bamako sur le terrain de l'azote liquide. Donc, il a résolu tout ce qui semblait être insolvable. Donc, il y a 3 pays qui ont été identifiés par l'Union européenne pour consulter une plateforme pour tester ce vaccin, la Tanzanie, le Kenya et le Mali. Et nous avons été retardés à cause des événements, mais j'espère avec les élections, en 2014, nous allons tester ces produits qui semblent être promoteurs. Et l'autre vaccin à parasite entier, c'est un vaccin de Michael Good, un collègue qui travaille au NIH avec nous à l'univers. Il est actuellement en Australie. Par un procédé chimique, il est arrivé à neutraliser la virulence des schizontes et lui il inocule le schizonte entier. Et pour les blood cell vaccines, il semble avoir aussi un espoir. Et nous allons aussi commencer à faire des phases 1B avec lui. Mais nous avons beaucoup appris et en matière de l'immunologie du Mali. C'est ça aussi la leçon que je retire ici. Au Mali, on a découvert que 2 populations sympathiques qui vivent dans une même zone réagissent différemment contre le cas. Et avec Karolinska Institute et tous les PhD que j'ai mis là-bas, nous avons discuté toutes les composantes qui pourraient expliquer cette différence. Et la conclusion de Charles, donc, qui est mon PhD qui est là-bas, est ceci. Chez les Peuls, il y a donc une activation par les PBMC qu'on a collecté des dendritic cells, alors que chez les Dogons, il y a une sorte d'exhaustion de fatigue de ces cellules, une bonne sécrétion d'interféron gamma spécifique antipalu, ce n'est pas le cas chez les Dogons, et les taux de récepteurs sont tout à fait normaux chez les Peuls, et ils sont un peu perturbés chez les Dogons, et il y a une réponse humorale type IgG, même IgE, qui est très élevée chez les Peuls, et ce n'est pas le cas chez les Dogons. Et on se rend compte que les Peuls ils font moins d'accès cliniques, ils font moins de portage, ils ont moins d'infections multiples, mais ils ont une splénomégalie même à l'âge de 50 ans. On a 50% de splénomégalie chez les Peuls. Donc ceci permet de trouver maintenant des populations sur lesquelles nous pouvons faire des essais cliniques en étant beaucoup plus ciblés dans la population d'autres. Parce que si j'ai un candidat aujourd'hui, avec moins d'échantillons en phase 2A, si je travaille chez les Peuls, si je travaille chez les Dogons, je peux amener des réponses à l'UNAM, parce que le problème est saisonnier. Donc notre capacité de trouver ces 2 populations qui sont biologiquement isolées, et c'est la seule zone du monde où ils sont biologiquement isolés, qui vivent en sympathie, nous permet d'avoir des designs. Et je pense que même sur le plan de la construction de l'immunologie, je vais en discuter avec mes collègues ici, c'est que le microbiome intestinal des Dogons et les Peuls peut faire la différence parce qu'ils vivent de lait et ils vivent de miel dans la construction immunologique. Donc voilà des chantiers pour la nouvelle génération pour aller nous faire du dig out de la protection. N'attendez pas beaucoup la protéomique. Nous sommes les premiers laboratoires. J'ai rêvé d'avoir les techniques d'Affimetrix et j'ai formé des gens, j'ai 5 PhD qui font que ça. Et voilà, ça c'est Peter Crampton, un jeune de postdoc que le NIS nous a confié. C'est que c'est touffu, c'est comme chercher une réponse protectrice dans un foin. Les protéomiques ne vous enseignent pas grand-chose. Et d'ailleurs, les candidats pour lesquels nous étions excités ne sortent pas très bien. Donc c'est la vogue
Mais n'attendez pas grand-chose de ça. Plutôt réfléchissons sur des choses simples, des choses assez ciblées, assez matures pour aller le faire. Mais je ne suis pas sûr que nous aurons des résultats de la protéine. Mais il y a quand même de l'espoir. Il y a des pays qui ont éliminé le palud. Donc 2 milliards de populations vivent dans les pays non impaludés. Et d'ici 2020, l'OMS pense que ces pays-là vont éliminer le palud. Il y a même des pays africains. Le Maroc est le dernier à être certifié par l'OMS. Et à la demande de Bill Gates, nous avons mis en place ce Malaria Eradication Agenda pour la recherche, qui est dirigé par Pedro Alonso. Nous avons travaillé pendant 2 ans et nous avons présenté un livre blanc. Je pense que ça vaut le coup de lire parce que dans ce document est prévu tout ce qui est connu dans le palud, ce qui n'est pas connu, ce qui reste à faire en matière de recherche et toutes les composantes de la paludologie ont contribué et ça a été présenté devant l'OMS, le NIS, Bill Gates, Rollback Malaria pour dire dans les 10 prochaines années, voilà ce que nous pensons comme sujet de recherche pertinent et que les jeunes doivent adresser. Et sur cette base, nous avons mis en place le West African Malaria Elimination Initiative, le WAMI, parce que ce groupe a bénéficié du prix des Assyries, donc d'Espagne, qui est l'un des plus grands pays scientifiques. Et le prince et Bill Gates nous accompagnent pour la création de ce programme qui doit accompagner nos pays en Afrique de l'Ouest. Et ce programme a comme secrétariat au Mali et un autre secrétariat au Ghana. L'objectif, c'est d'amener les pays francophones et anglophones à faire une formation en commun. Donc nous avons un master degree en malariologie que nous allons mettre en place, des PhD. Et nous aurons des programmes communs. Et les francophones vont faire des stages chez les anglophones et les anglophones vont faire des stages chez les francophones pour que la nouvelle génération communique, dialogue pour adresser la question du palud. Et nous allons faire du capacity building parce qu'il faudrait une masse critique des gens dans nos pays capables d'adresser la question du palud. On va networker et traduire les résultats pour que ici on a proposé un plan stratégique de 5 ans pour les pays de la CEDEAO et je pense que si ceci est implémenté, nous allons pouvoir éliminer le paludisme de l'Afrique et permettre à des jeunes filles comme ça de porter l'espoir de l'Afrique. Et vous, les jeunes qui sont là, africains, par la créativité, par la formation que vous allez recevoir ici. Et c'est ça l'avenir de l'Afrique parce que c'est ça la matière grise, la matière première, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas la forêt, ce n'est pas l'uranium, c'est votre capacité à traduire ce que vous avez appris ici à le professeur Raoult et les autres professeurs pour les traduire en Afrique. Et si beaucoup le font, je pense qu'on aura des enfants qui n'ont pas vécu avec le plasmodium, qui n'ont pas de neurones lésés et qui vont payer comme Bill Gates, comme Pasteur, etc. Je vous remercie. Des questions, remarques, magnifique conférence. J'ai rappelé que c'était effectivement un problème sur la planète entière il y a 2 siècles, 3 siècles. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de morts dans la construction du château de Versailles par exemple. La plupart des décès étaient liés en fait au paludisme, des marées qui entouraient le terrain par exemple. Donc est-ce que l'on peut comprendre les éléments les facteurs qui ont conduit à l'éradication du paludisme d'Europe et puis bien entendu si oui, est-ce qu'on peut en tirer des pistes pour les pays dans lesquels le paludisme reste un problème très important? Effectivement, quand nous avons voulu créer le RFI, des gens qui avaient contribué à la définition, à l'élaboration du programme mondial d'élimination des années 50-60, des gens comme Lou Miller, l'un des plus grands immunologistes paludistes que j'ai rencontré, parce que c'est lui qui a même fait l'hypothèse de la vaccination, mais c'est lui aussi qui a démontré que les profils négatifs, noirs américains n'étaient pas infectés par personne du vaccin. Et il m'a dit ceci, c'est pour ça que la collaboration avec lui m'a tout de suite approché quand il est venu, il m'a dit
quand nous avons élaboré le programme mondial d'éradication, et il n'y avait aucun Africain à un niveau capable de dire voilà ce que nous voulons, voilà notre besoin. Nous avons pensé à la place de l'Afrique et nous avons pensé que ce qui s'est passé en Amérique latine, en Europe, il pouvait être applicable. Il dit, le reste de ma vie, si j'ai une contribution à faire, c'est de former une masse critique de jeunes africains pour qu'ils soient capables d'impacter sur le niveau de l'OMS avec des données factuelles, des produits de recherche pour dire nous c'est comme ça. Donc je crois que la capacité, la masse critique dans les pays du Nord, des gens qui étaient capables d'adresser la question du paludisme, ça fait la différence et en Afrique on a ça, c'est. Et deuxièmement, le développement socio-économique. Parce que quand vous avez accès aux médicaments et que vous stérilisez le réservoir humain par la clinisation, parce qu'en Italie, au sud de l'Espagne, on avait des campagnes de clinique. Tout c'était obligé, avec du sel, etc. Donc quand vous avez accès aux soins et que vous arrivez à impacter sur le réservoir de l'autre, vous réduisez la transmission. Et troisième facteur, parce que j'ai relu quand j'étais à Barcelone le livre historique de l'élimination, il y a le professeur Kouloudzi, qui est le grand maître du complexe d'Anglier, il est à la Sapienza, c'est lui qui nous a formés dans le complexe d'Anglier, et il nous a décrit ce que l'Italie a fait. Et je pense que le fait que les marécages, avec les gros travaux, ont été donc comblés, a permis aussi la réduction des gîtes et ensuite la qualité de l'habitat qui fait que on peut. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que le paludisme a disparu de ce pays. Et en Afrique, il n'est pas pensable que nous allons réunir tout ça dans 10 ans. Mais nous pouvons faire autrement. C'est-à-dire si la masse critique des jeunes chercheurs africains génère des données factuelles à partir de chaque pays, et si on peut développer des stratégies comme on vient de le faire pour les SNC, si on peut attirer le maximum de partenaires, parce que quand vous êtes dans les sites et que vous travaillez avec tous ces gens, ça augmente votre niveau, la qualité. Dans les 6 sites dont je viens de vous décrire, depuis 10 ans, aucun enfant n'est mort de polio. Ça veut dire que la rapidité de la prise en charge fait la différence, donc l'accès aux soins. Donc voilà, il y a des choses. Le vaccin, ce n'est pas pour demain. Et les stratégies que nous avons utilisées à 80%, avec l'accès aux soins, surtout les ACP, on peut arriver vers l'élimination, même si ce n'est pas l'éradication. Bonjour professeur, Hervé Bourron du Centre de santé des armées. Vous avez mentionné le risque probable possible de la propagation des résistances aux ACP en Asie, et vous avez tenté, après si j'ai bien compris le message que vous vouliez faire passer, par le fait qu'on n'avait aucune évidence du terrain, de la capacité des vecteurs africains à transmettre les parasites asiatiques, si j'ai bien compris le message. Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette évidence pour se soucier de la propagation de la résistance, comme ça a pu déjà être démontré pour la chloroquine, par exemple, qui a traversé les continents sans même avoir la preuve que les parasites asiatiques pouvaient être propagés par les vecteurs africains? Okay. Je le dis dans un milieu scientifique, je ne dirais pas alors, parce que les niveaux de compréhension c'est différent. Et je peux vous dire que sur le plan biologique, on ne peut pas faire une prédiction linéaire que nos anophèles vont s'adapter aux parasites. Parce que nous avons fait un travail le long de la route transsaharienne quand ça avait été tracé par les pays. Et il y avait une peur de l'Algérie, de la France, de l'Italie, pour que les moustiques remontent. Et avec Robert Vincent, qui a fait sa thèse en même temps à l'URD, j'ai fait 1 mois au nord avec nos collègues de l'Institut Pasteur d'Alger. Nous avons prélevé des anophèles de cette zone, on a amené au Mali, on a cultivé pour tester cette capacité de pénétrance biologique, ce n'est pas évident. Donc ça, c'est un. Et deuxièmement, le fait de dire qu'il y a la résistance aujourd'hui en Asie du Sud-Est, les gens font rapidement une extrapolation en Afrique, comme c'est arrivé, parce qu'on fait une équation linéaire comme la chloroquine et comme la sulfadoxine pyriméthane. Mais la résistance
disons, le délai de clearance parasitaire quand on dérive de la pénicilline, le mécanisme est complètement différent. Des mécanismes avec une mutation ponctuelle comme la PFCRT en position 76 KT, ou les mutations de la DHFR ou la DHPS qui sont associées à la résistance. Ici, c'est un phénomène qui semble être un phénomène métabolique, si on regarde les dernières données, la protéomique qui sont publiées. Et avec Dominique Piatowski, nous venons de sortir un papier dans le Lancet, dans Nature, en comparant les populations parasitaires d'Asie du Sud-Est, du Mali, du Burkina. Et c'est une équation qui n'était pas prédictible. Donc c'est pour ça qu'en milieu scientifique, j'ai dit qu'il ne faut pas vite faire le jump. C'est tout ce que je veux dire. Mais on fait des choses, parce que pour vous dire que nous, au Mali, nous avons publié en 2012 dans l'American Journal les premiers états qui montrent qu'on a une base qui montre qu'il n'y a pas encore de ces parasites en Afrique. Donc on a au moins des données de base, on a stocké l'ensemble des ADN, on a stocké les parasites, on les cultive et on les stocke. Et nous avons le WAM, donc qui est ce réseau international qui adresse la résistance, qui vient d'ailleurs d'être financé par les 5% de MAE, qui nous permet d'assurer cette couverture, même pour les dérivés de la pénicilline dont nous suivons. Voilà. Ok. Nous, on va peut-être en rester là. On vous remercie encore pour cette. Merci.